Le défi de Sarafina transperça le vent glacial du site minier. Ces mots étaient aussi tranchants que le métal qui les entourait. Le gigantesque camion de transport Caterpillar 797F, chargé de modules d'équipement respiratoire critique, était immobilisé à quelques mètres seulement de la porte d'exportation. Sa peinture jaune était ternie par des années de transport de tonnes de terre et de roches. Mais cette nuit-là, il transportait quelque chose d'infiniment plus précieux. Des équipements médicaux qui détermineraient si des gens vivraient ou mourraient. Carter ajusta la sangle du sac à dos de Bonnie sur son épaule, ses mains tachées de graisse incrustées dans les plis de ses paumes et sous ses ongles. Ses yeux étaient fixés sur le compteur à rebours qui brillait sur son téléphone, 2h17 avant que la fenêtre météo ne se ferme définitivement. 2h17 pour transporter l'équipement sur 43 miles de route minière qui deviendrait impraticable une fois la pleine force du blizzard arrivée. Clinton rit depuis l'arrière, sa voix dégoulinante de mépris. Il se tenait les bras croisés, entouré d'un petit groupe de travailleurs qui se nourrissaient de son autorité comme des rémoras suivant un requin. Un père célibataire qui essaie de réparer un 797F. Ça va être du spectacle. Peut-être qu'il va demander gentiment au camion et il démarrera tout seul. L'équipe laissa échapper des rires moqueurs qui résonnèrent sur le sol gelé. Carter s'accroupit, colla son oreille contre le bloc moteur, écoutant quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Son corps devint immobile, avec cette concentration intense née d'années d'expérience, comprenant que les machines parlaient en fréquences et vibrations qui racontaient des histoires de stress, d'usure et de défaillance imminente. Il resta ainsi près de 30 secondes, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid, son expression indéchiffrable. Puis il se releva lentement et parla calmement, à peine au-dessus d'un murmure, mais avec une certitude absolue. Tout le monde recula. Si quelqu'un essaie de démarrer ce moteur maintenant, il va exploser. L'exploitation minière à distance s'étendait sur le paysage désolé comme une cicatrice sur la terre. Ces routes internes reliaient directement l'autoroute, maintenant bloquée par un blizzard dans le col nord. Le site fonctionnait 24 heures sur 24 en conditions normales, ses projecteurs transformant la nuit en un jour orange artificiel. Mais cette nuit était différente. La plupart des équipements étaient à l'arrêt. Le rugissement habituel des moteurs diesel était remplacé par un silence étrange, brisé seulement par le vent sifflant à travers les structures squelettiques des installations de traitement. Cette nuit était ce que l'équipe logistique appelait une « fenêtre dorée ». Un envoi d'équipements médicaux d'urgence aux ventilateurs, modules d'oxygène et systèmes de filtration d'air devait atteindre l'hôpital régional avant le verrouillage météo. Les équipements existants de l'hôpital tombaient en panne. Une épidémie de virus respiratoires avait poussé leur capacité en soins intensifs au-delà des limites. Sans ces remplacements, des patients mouraient. Pas en abstraction ou statistique, mais en temps réel, avec des familles regardant impuissantes à travers les vitres d'observation. Avec les routes principales impraticables, le convoi n'avait pas d'autre choix que de passer par la route d'accès minière, en utilisant le Caterpillar 797F pour gérer la charge super lourde sur le terrain traître. Le 797F n'était pas conçu pour le transport de cargaisons délicates. Il était fait pour déplacer 400 tonnes de roches et de terre dans des conditions qui détruiraient des machines inférieures. Ses pneus mesuraient 12 pieds de haut. Son moteur produisait plus de 3000 chevaux. C'était une bête conçue pour dominer la géologie elle-même. Carter était un mécanicien d'équipement lourd en contrat, le genre de technicien que le personnel permanent appelait dédaigneusement un « singe à clé ». Il était arrivé avec sa fille Bonnie, une petite fille de 7 ans asthmatique, parce qu'il n'avait personne pour la garder. L'école avait fermé tôt à cause du temps. La babysitter qu'il utilisait parfois avait une urgence familiale, alors Bonnie l'accompagnait, comme souvent, une petite présence dans un monde de machines gigantesques et de travaux dangereux. Elle était assise emmitouflée dans la cabine de sa vieille pick-up, portant son manteau d'hiver rose qui commençait à être trop petit. Elle serrait son inhalateur dans une main gantée de moufle, les yeux grands ouverts en regardant les machines géantes se déplacer dans l'obscurité. Carter avait donné à Bonnie une tablette chargée de jeux éducatifs et de ses émissions préférées, avec des instructions strictes, reste dans le camion, garde les portes verrouillées. Si elle avait besoin de lui, clignote les phares 3 fois. Carter parlait peu. Il travaillait avec une précision méthodique qui frôlait l'obsession. Il portait les gants appropriés pour chaque tâche, changeant entre gants isolants, résistants aux produits chimiques et anti-coupure selon ce qu'il manipulait. Il verrouillait les sources d'énergie dans l'ordre correct, suivant toujours les procédures de consignation, même quand les autres sautaient des étapes pour gagner du temps.
Il se positionnait toujours sous le vent quand il manipulait du carburant ou des hydrauliques, une habitude qui évitait l'exposition aux vapeurs toxiques. Ceux qui faisaient attention remarquaient autre chose chez Carter. Il examinait les points de stress et les lignes hydrauliques comme quelqu'un qui avait vu des défaillances catastrophiques, qui savait ce qui arrivait quand on coupait les coins, quand on reportait l'entretien, quand les marges bénéficiaires primaient sur les protocoles de sécurité. Ses yeux s'attardaient sur les joints soudés, les valves de décharge de pression, les patterns d'usure des câbles et tuyaux. Il voyait des choses que les autres manquaient parce qu'il savait à quoi ressemblaient ces défaillances quand elles tuaient des gens. Sarafina arriva sur le site dans un SUV de luxe noir qui semblait absurdement déplacé parmi la boue et les machines. Le véhicule était impeccable, sa finition brillant même sous l'éclairage industriel dur. Elle était la directrice générale de la firme de coordination logistique d'urgence responsable de l'acheminement des équipements médicaux. Sa réputation était bâtie sur la glace et la précision. Elle avait gravi les échelons en étant plus intelligente, plus dure et plus impitoyable que tous les autres. Elle prenait des décisions en minutes que d'autres agonisaient pendant des jours. Elle tranchait dans la bureaucratie comme un scalpel dans du tissu. Elle voyageait avec son assistante Audrey, une jeune femme de la fin de la vingtaine qui gérait les emplois du temps avec une efficacité militaire. Audrey portait 2 téléphones, une tablette et un ordinateur portable. Elle pouvait sortir des données de chaîne d'approvisionnement, des clauses contractuelles et des rapports météo en quelques secondes. Elle était les yeux et les oreilles de Sarafina, la personne qui faisait fonctionner l'impossible logistique. Sarafina subissait une pression de 3 directions simultanément, chacune portant le poids d'une catastrophe potentielle. L'hôpital avait besoin des équipements immédiatement. Le docteur Chen, chef des soins critiques, l'avait appelé personnellement 3 heures plus tôt. Sa voix portait l'épuisement de quelqu'un qui avait vu trop de gens mourir. Il avait 15 patients sur des ventilateurs défaillants. Sans remplacement, certains ne survivraient pas la nuit. Le contrat gouvernemental incluait des clauses de pénalité facturant à la minute les retards. Pour chaque 60 secondes au-delà de la deadline, la compagnie de Sarafina perdrait 15 000 $. Les dommages financiers seraient sévères, mais les dommages réputationnels pires. Les contrats gouvernementaux étaient la colonne vertébrale de son modèle d'affaires. Un échec ici cascaderait en perte d'appel d'offres, relations terminées et concurrents sentant le sang dans l'eau. Son conseil d'administration attendait la moindre erreur pour la retirer du poste qu'elle avait durement conquis. 3 des 7 membres s'étaient opposés à sa nomination. Ils voulaient quelqu'un avec un background plus traditionnel, de préférence quelqu'un qui jouait au golf dans leur club et riait à leurs blagues. Sarafina avait gagné le poste par pure compétence, mais ses opposants ne le lui avaient pas pardonné. Ils guettaient les erreurs comme des faucons guettent un mouvement dans l'air haute. Clinton gérait les opérations de transfert du site, un homme au début de la cinquantaine qui avait monté les échelons en sachant quelle botte lécher et quelle gorge écraser. Il traitait chaque interaction comme un concours de domination. Il aimait faire se sentir petits les autres, particulièrement ceux qu'il jugeait inférieurs. Travailleur en contrat, temporaire, quiconque sans badge d'entreprise et avantages. Hilary supervisait la sécurité et la conformité, une femme dont la carrière entière était bâtie sur la transformation des problèmes en faute d'autrui. Elle était brillante pour la documentation, créant des pistes papier qui protégeaient la direction tout en exposant les travailleurs à la responsabilité. Elle se portait avec la confiance de quelqu'un qui savait que dans tout litige, la personne avec les meilleurs avocats et les dossiers les plus complets gagnerait. Flynn, l'opérateur assigné au 797 F cette nuit, était un homme de la mi-trentaine avec 12 ans d'expérience. Il était compétent, respecté par ses pairs et normalement imperturbable. Mais cette nuit, il était visiblement secoué par la panne inattendue. Ses mains tremblaient légèrement en vérifiant et revérifiant les jauges qui refusaient de faire sens. Il savait que sa réputation dépendait de cette livraison. Finn, un jeune apprenti mécanicien de 22 ans à peine, observait Carter travailler avec une fascination croissante. Il avait fait l'école technique, obtenu ses certifications et pensait comprendre la réparation d'équipements lourds. Mais regarder Carter autour du 797 F était comme regarder un pianiste de concert comparé à quelqu'un qui avait appris sur des vidéos internet. George, un trooper d'État responsable des routes internes minières, avait été appelé quand l'incident de sécurité fut rapporté. Il approcha la scène avec la prudence de quelqu'un qui avait vu assez d'accidents industriels pour savoir que quand les gros équipements lâchaient, les gens mouraient de façon horrible. William, le conseiller juridique de Sarafina, attendait en stand-by pour les complications inévitables. Il surveillait son téléphone depuis son bureau en ville,
entouré de livres de référence sur le droit des contrats, la responsabilité et la conformité réglementaire. Quand le Caterpillar massif s'arrêta net, Clinton s'assura que tout le monde entende son annonce « On n'a que Carter, mais c'est juste un père célibataire qui joue au mécano ». Les mots étaient conçus pour humilier. Sarafina vérifia sa montre, son expression figée. « Je n'ai pas le temps pour l'échec. » Le Caterpillar 797F se dressait comme un géant mécanique, ses pneus plus aucun homme, son moteur assez puissant pour déplacer des montagnes de terre. Maintenant il était silencieux et inerte, bloquant la seule route qui pouvait sauver des vies. Sarafina marcha jusqu'à la base du camion massif, ses talons claquant sur le sol gelé, et regarda Carter directement. « Si vous arrivez à le remettre en marche à pleine charge, 100 000 $. » Clinton transforma immédiatement l'offre en spectacle. Il appela l'équipe, commença à filmer avec son téléphone, le visage illuminé d'un amusement cruel. Regardons le père célibataire faire sa magie. Carter ne réagit ni à l'argent ni à la moquerie. Au lieu de cela, il posa une série de questions qui surprirent tout le monde. Qu'est-ce que la charge transportait exactement? Y avait-il des modules sensibles à la température? Quand avait eu lieu la dernière maintenance programmée pour le système hydraulique, électrique et les lignes de frein à air? Quelqu'un avait-il accédé au compartiment de l'unité de contrôle électronique aujourd'hui? Sarafina sentit une pointe de surprise. Carter ne devinait pas, il ne posait pas. Il diagnostiquait avec une précision chirurgicale. Carter se déplaça sur le côté du camion, son nez captant une légère odeur âcre près du logement moteur. Il demanda à Flynn de désengager la charge, caler les roues et isoler l'alimentation en séquence correcte. Hillary intervint immédiatement. Vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir le compartiment de contrôle. Cet équipement est sous surveillance réglementaire. La voix de Carter resta calme. Alors appelez les pompiers et faites-les se tenir prêts. Parce que ce n'est pas une simple panne. Un mouvement de la pick-up attira l'attention de Sarafina. Bonnie entr'ouvrit la porte, sa petite voix appelant « Papa ». Carter se tourna, son expression s'adoucissant un instant. Il lui fit signe de fermer la porte, lui tendit des casques anti-bruit et pointa la ligne de sécurité peinte au sol. Bonnie se retira, sa confiance en son père absolue même si la peur brillait dans ses yeux. Sarafina observa l'échange. Pour la première fois cette nuit, sa façade de contrôle vacilla. Elle vit un père protégeant sa fille tout en résolvant un problème impossible. Et elle reconnut quelque chose d'inconfortable, la vulnérabilité, la responsabilité, l'amour. Carter s'accroupit à nouveau près du bloc moteur, écoutant avec la concentration de quelqu'un lisant une langue écrite en vibration et chaleur. Quand il se releva, sa voix trancha les murmures de la foule. Tout le monde doit reculer. Si on essaie de démarrer le moteur maintenant, cette chose pourrait exploser. Les mots restèrent suspendus dans l'air gelé comme une sentence de mort. Le visage de Clinton s'assombrit de rage. Il poussa plusieurs travailleurs et confronta Carter directement. Vous gagnez du temps parce que vous ne pouvez pas faire le boulot. Flynn, démarrez le moteur. C'est un ordre. N'écoutez pas un contractuel extérieur. Flynn hésita, ses mains planant au-dessus des commandes. La pression du délai, le poids de l'autorité de Clinton et l'incertitude se heurtèrent. Il fit le mauvais choix. Sa main atteignit l'allumage. Le système électrique émit un crépitement aigu, suivi d'un bref éclair d'étincelles près d'un faisceau de câbles et de tuyaux hydrauliques. Une fine fumée commença à monter d'un point de jonction. Une ligne haute pression vibra anormalement. Bonnie hurla depuis le camion. Audrey étouffa un cri. Même Sarafina recula involontairement. Carter bougea avec une vitesse surprenante. Il tira le disjoncteur principal, coupant l'alimentation du système entier. Il attrapa un extincteur spécialisé et déploya de la mousse directement sur la source de chaleur. Ses mouvements étaient efficaces et entraînés. Sa voix trancha le chaos avec des commandes précises comme une réponse d'urgence entraînée, verrouiller la charge, caler toutes les roues, arrêter les systèmes auxiliaires. Tout le monde comprit à cet instant, Carter n'était pas juste un mécanicien. Il opérait avec la discipline de quelqu'un qui avait travaillé en environnement à haut risque où l'hésitation signifiait la mort. Le danger immédiat passa. La fumée se dissipa. La signature thermique refroidit. La voix de Sarafina porta une nouvelle autorité. À partir de maintenant, tout le monde suit les instructions de Carter. Clinton ouvrit la bouche pour objecter,
mais le regard de Sarafina le réduisit au silence. Carter revint au compartiment moteur avec l'aide de Finn, examinant soigneusement les composants. Il trouva le premier indice presque immédiatement, un fil de capteur coupé avec précision, la tranche trop nette pour être un dommage accidentel ou de l'usure. Puis il remarqua un boulon dans le logement de l'unité de contrôle électronique. Le pattern de filetage était erroné, suggérant que quelqu'un avait ouvert le compartiment et l'avait refermé hâtivement avec n'importe quel matériel disponible. Carter se redressa et croisa le regard de Sarafina. Quelqu'un a délibérément saboté ce camion. La question que vous devez vous poser est si vous voulez sauver l'envoi ou couvrir un scandale. Hilary bougea vite, sortant une tablette et commençant à taper. Je rédige un rapport d'incident. Intervention non autorisée d'un contractuel a causé un événement de sécurité. Elle photographia les mains tachées d'huile de Carter près du compartiment, construisant un récit visuel de faute. Sarafina sentit la traction du pouvoir institutionnel. Audrey se pencha et murmura le calcul, si l'incident pouvait être blâmé sur les actions non autorisées d'un contractuel extérieur, la compagnie de Sarafina éviterait la responsabilité pour les échecs de maintenance. Mais défendre Carter signifierait confronter son propre équipe de direction, son conseil et possiblement les médias. Carter trancha les manœuvres politiques avec une simplicité brutale. Je peux réparer ça, mais vous devez verrouiller le site et préserver toutes les vidéos de surveillance maintenant. Si vous ne le faites pas, demain matin, je serai en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Sarafina regarda Bonnie, toujours blottie dans la pick-up, ses petites mains pressées contre la vitre. L'enfant était terrifié. Le père se tenait entre sa fille et une machine qui pouvait tous les tuer, et il ne demandait rien d'autre que la justice. La justice reposait sur les épaules d'un père célibataire pendant que le pouvoir corporatif décidait s'il allait l'écraser. Carter commença à décrire son approche. Il n'allait pas faire un patch rapide. Il travaillerait sur 2 niveaux, d'abord, rendre le camion assez sûr pour opérer sous charge dans la fenêtre de temps, ensuite, préserver les preuves du sabotage pour identifier le responsable. Finn observa émerveillé Carter citer des spécifications de mémoire et prédire les emplacements de composants sans consulter de manuel. Ce n'était pas le niveau d'un mécanicien basique. C'était du savoir d'ingénieur. Carter sortit une autre preuve de sous le châssis, un petit dispositif de traçage, grade commercial, du genre utilisé pour la surveillance d'actifs. Il le montra à tous. Si ça reste attaché, celui qui l'a posé saura notre position à chaque virage. L'assistante de Sarafina, Audrey Cross, vérifia le numéro de série contre les registres d'achat. L'unité de traçage avait été commandée dans une mise à niveau de sécurité interne, bon de commande signé par Hilary. Carter fit face à la foule et clarifia sa position. Je n'ai pas besoin des $100 000. La déclaration tomba comme une bombe. Tout le monde avait assumé que Carter ferait n'importe quoi pour cet argent. Clinton rit même, certain que c'était une tactique de négociation. Si le camion arrive à temps, continua Carter, transférez le montant entier à un fonds pour équipement respiratoire pédiatrique, spécifiquement pour les programmes de ventilateurs pour enfants, et faites-le sans utiliser mon nom pour de la publicité. Sarafina sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle avait bâti sa carrière sur des transactions calculées. Personne ne l'avait forcée à choisir la décence humaine sur l'avantage corporatif en temps réel, avec témoins et conséquences. Elle hocha lentement la tête. Je vous donne ma parole devant tout le monde. La voix de Bonnie porta depuis le camion, petite mais claire. S'il vous plaît, ne défiez plus mon papa. Sarafina marcha jusqu'à la pick-up et s'accroupit près de la vitre. Je suis désolé, ma chérie. Carter revint au 797F et s'adressa directement à Flynn. Maintenant, on fait ça dans les règles. Chaque étape. Une erreur et on meurt tous. Le moteur tourna avec un grondement profond qui vibra à travers le sol gelé. Le Caterpillar 797F reprit vie, mais l'oreille entraînée de Carter capta une irrégularité dans la résonance harmonique. Le problème n'était pas totalement résolu. Il insista pour un test contrôlé dans la cour minière, vérifiant la réponse des freins, la pression hydraulique et la distribution de charge. La première application des freins révéla le problème secondaire. La distance d'arrêt était plus longue que les spécifications. Le diagnostic de Carter fut immédiat, quelqu'un avait trafiqué le système de frein à air, probablement en introduisant une fuite lente ou une restriction dans les lignes de pression. Une pick-up avec plaque masquée commença à suivre le convoi alors qu'il se préparait à quitter le site.
Carter le remarqua immédiatement et demanda à Audrey de contacter George, violation potentielle de sécurité routière en cours. Possible harcèlement. La route interne minière était traîtresse même dans les meilleures conditions. Cette nuit, avec des rafales de vent et un mélange de poussière minière et de légère neige réduisant la visibilité, elle devenait un véritable gauntlet. Le convoi dut naviguer une section où la route courbait le long d'une chute abrupte. Carter radio Flynn avec des instructions précises. Maintenez une vitesse stable, ne freinez pas soudainement, utilisez la compression moteur et la réduction progressive pour contrôler la descente. Flynn suivit avec des mains tremblantes. La pick-up suiveuse fit son coup, lançant un débris métallique qui frappa une roue de support du 797F. Flynn le vit et cria. Carter avait anticipé une forme d'attaque. Il avait déjà identifié une aire de repos défensive. Il dirigea le convoi là-bas. Avec le camion temporairement sécurisé, Carter alla dessous à nouveau, travaillant à une vitesse incroyable, Flynn lui passant les outils rapidement. Sarafina se tenait dans le vent, tenant la main de Bonnie, protégeant l'enfant du pire du froid. Ce n'était pas quelque chose qu'une directrice générale faisait typiquement, mais rien cette nuit n'était typique. Carter extrait un composant de l'ensemble de freins et le montra. Ce n'était pas du sabotage casual. C'était planifié pour créer un accident fatal. Sarafina commença à connecter les pièces. Audrey vérifia que l'achat du dispositif de traçage avait été autorisé par Hilary. Les registres montraient que Clinton avait poussé à plusieurs reprises à reporter l'entretien pour réduire les coûts. Le pattern émergeait. Sarafina sentit le poids de ses propres décisions. Elle avait signé des coupes budgétaires qui reportaient les calendriers d'entretien. Elle avait priorisé les gains trimestriels sur les marges de sécurité. Carter la regarda et parla avec une précision dévastatrice, une signature en salle de conseil peut devenir un cercueil sur une autoroute. Mais je ne vous juge pas. J'ai juste besoin que vous fassiez le bon choix cette fois. Sarafina eut du mal à respirer normalement. Pour la première fois en année, elle confronta le coût humain de décisions corporatives abstraites. George radio avec de nouvelles infos. Son équipement détectait une interférence de signal sur la route. Quelqu'un coordonnait le harcèlement à distance, ce qui signifiait organisation et ressources. Carter se tourna vers Sarafina, celui qui a posé le tracker est très proche de vous. Probablement quelqu'un sur votre paie en ce moment. Le 797F développa une vibration résonante sous lourde charge. Flynn paniqua, personne ne pouvait diagnostiquer ce genre de fêlure harmonique sans instruments avancés. Carter parla sans réfléchir, j'ai conçu ce système. Les mots échappèrent avant qu'il puisse les arrêter. Silence sur la radio. L'histoire de Carter émergea en fragments, pas en monologue confessionnel, mais par nécessité. Il avait été ingénieur senior sur un projet améliorant les systèmes de freinage et gestion de charge pour équipements lourds. Il avait quitté l'industrie après un accident de camion qui avait tué sa femme. L'enquête avait révélé que les coupes de coûts et reports d'entretien avaient créé les conditions de défaillance. Depuis, il vivait discrètement, élevant Bonnie, prenant des jobs en contrat où il pouvait rester discret et garder sa fille en sécurité. Il portait une peur profonde que l'avidité et la négligence tuent à nouveau s'il n'était pas vigilant. Sarafina connecta les fils qu'elle évitait. Ses décisions de réduction de coûts, le sabotage systématique, la tragédie passée de Carter. Elle était terrifiée par la conclusion, les pratiques de sa compagnie avaient contribué à l'accident qui avait détruit la famille de Carter. La pick-up suiveuse revint. Cette fois, elle ne harcela pas, elle bloqua la route devant. Carter parla calmement à la radio, ils ne sont pas là pour la cargaison. Ils sont là pour éliminer les témoins. Dans le chaos du barrage, des individus armés émergèrent des véhicules. Bonnie commença à pleurer, son asthme rendant sa respiration courte et rapide. Sarafina attira l'enfant contre elle par pur instinct, son corps la protégeant. Carter prit une décision. Il sortit de la position protégée, attirant l'attention sur lui et éloignant des autres. Il avança les mains visibles, se faisant délibérément la cible. Deux hommes le plaquèrent au sol, attachant ses poignets avec des liens zip. Hilary arriva avec l'équipe de sécurité, son timing suspectement parfait. Elle fit un show de restauration de l'ordre, puis annonça son verdict, Carter avait saboté l'équipement et créé une situation dangereuse. Il était détenu en attente d'enquête. Clinton sortit son téléphone, jouant la vidéo du défi de $100 000 de Sarafina, mais édité pour enlever le contexte et faire paraître que Carter avait exigé l'argent.
Le récit était conçu pour détruire Carter, le transformer en responsabilité criminelle, explication commode pour une opération sophistiquée. Si Carter allait en prison, si on le blâmait, les vrais coupables pourraient continuer leur plan. Sarafina était à un carrefour. Défendre Carter signifiait confronter son équipe de direction, son conseil et un possible désastre médiatique. Rester silencieux signifiait qu'un père perdrait sa liberté, une fille son père, et la conspiration continuerait. Bonnie s'accrocha au manteau de Sarafina. « Vous avez dit que vous croyiez mon papa. » Sa voix était petite, brisée par la peur et l'espoir. Sarafina sentit des larmes qu'elle ne s'était pas permis de verser depuis une décennie. Elle vit sa propre impitoyabilité reflétée dans les yeux d'une enfant de 7 ans. Sarafina se tourna vers Audrey, appelée William. Récupérez tous les flux de caméras de sécurité du site. Ce soir, on brûle tout, même si ça me coûte la compagnie. William arriva et exigea immédiatement la préservation de toutes les preuves numériques et logs d'accès au compartiment ECU. Audrey compila des documents montrant que Hillary avait autorisé l'achat du tracker. Les emails de Clinton révélaient un pattern de pression sur les équipes de maintenance pour couper les coins. Carter, assis dans la zone de détention improvisée, resta calme. Ses poignets encore attachés, mais son esprit travaillait le problème comme une défaillance mécanique. Il dirigea Finn comme témoin sur la précision des coupes de fil. Regardez la tranche sous grossissement, ce n'est pas de l'effilochage ou corrosion, c'est une coupe nette d'outils professionnels. Il demanda à George de faire des forensiques sur la pick-up, cherchant connexions organisationnelles, immatriculation de flotte, structure de propriété corporative. Il fournit des détails techniques que seul un expert connaîtrait. Le type de coupe-fil laissait des marques microscopiques, le pattern du boulon mismatch indiquait un kit de pièces spécifiques. Les preuves montaient. Chaque pièce connectée à un pattern plus large, quelqu'un avec accès, ressources et connaissances détaillées des vulnérabilités du 797F avait orchestré le sabotage et essayé de piéger Carter comme bouc émissaire. Sarafina confronta Clinton et Hillary directement devant les travailleurs rassemblés. Les projecteurs jetaient des ombres dures sur leurs visages. Clinton ricana, sa confiance intacte même si les murs se refermaient. « Alors, qu'est-ce que ce sera? Votre poste d'exécutive ou un père célibataire? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Le conseil veut du sang. Ils veulent quelqu'un à blâmer. Vous leur donnez Carter, vous gardez votre job. Vous le défendez, il vous crucifie. » La voix de Sarafina trancha comme l'acier dans l'air froid. Je choisis les vies humaines sur la commodité corporative. Je choisis l'intégrité sur ma carrière. Et si ça me coûte tout, qu'il en soit ainsi. Hillary essaya de se cacher derrière les procédures, citant règlements et protocoles, mais les logs d'accès la trahirent. Clinton et Hillary firent leur dernier coup, ils tentèrent de rediriger l'envoi vers un autre camion qu'ils contrôlaient, planifiant de faire disparaître la cargaison et blâmer le chaos supposément causé par Carter. Carter entendit leur plan à la radio. À cet instant, quelque chose changea en lui. Il avait passé des années tête baissée, évitant la confrontation, protégeant Bonnie en restant invisible. Mais rester invisible signifiait laisser le mal opérer sans contrôle. Sa femme était morte parce que des gens comme Clinton et Hillary mettaient les profits avant la sécurité. Il ne laisserait pas ça se reproduire. Il s'échappa de la supervision lâche de Finn, l'apprenti tournant délibérément le dos au bon moment. Carter courut vers la zone de chargement, utilisant les procédures de verrouillage qu'il connaissait par cœur, sécurisant valves et verrous de charge avec une séquence que seul lui connaissait. La cargaison était maintenant physiquement impossible à transférer sans ces codes. George arrêta Clinton et Hillary sur charge en attente d'enquête. Clinton essaya de fuir, Finn bloqua son chemin. Le Caterpillar 797F, avec Flynn aux commandes et Carter à côté, livra les équipements médicaux à l'hôpital régional avec quelques minutes d'avance avant le verrouillage météo. Flynn pleura de soulagement, enfin libre de la peur d'être blâmé pour un désastre qu'il n'avait pas causé. Sarafina regarda le camion massif s'éloigner dans la lumière de l'aube. Elle regarda Carter, « Vous n'avez pas juste réparé une machine, vous avez sauvé des vies. » Carter posa une dernière question. « Êtes-vous prête à reconnaître publiquement les échecs de votre compagnie ?» Sarafina croisa son regard, « Oui, parce que je vous le dois, et je le dois à Bonnie. » Sarafina tint une conférence de presse l'après-midi suivant. Elle admit les reports d'entretien sans se cacher derrière du jargon corporatif. Elle reconnut les échecs de supervision qui avaient permis le sabotage.
Elle s'engagea à des réformes structurelles, mettant les protocoles de sécurité avant les marges de profit. Elle annonça des audits de sécurité immédiats, un comité de sécurité indépendant avec pouvoir de veto, et un programme de protection des lanceurs d'alerte. Son conseil explosa de fureur, menaçant de poursuites et exigeant sa démission. Mais les preuves rendaient le déni impossible. Les 100 000 $ allèrent exactement où Carter l'avait demandé, finançant des équipements respiratoires pédiatriques pour communautés défavorisées, sans son nom. Bonnie tint le reçu de donation dans ses petites mains à leur appartement. Elle lut les mots lentement, puis leva les yeux vers Carter avec une compréhension au-delà de son âge. « Mon papa a réparé un camion géant pour que les petits-enfants puissent respirer. » Carter s'agenouilla et la serra, la voix chargée d'émotion. « C'est exact, ma chérie. C'est exactement ça. » Carter fut blanchi de toutes accusations. On lui offrit un poste de consultant en sécurité technique avec autorité pour enforcer les protocoles de protection des travailleurs. Il accepta avec une condition, protéger les gens qui font le travail. Ne les transformez pas en boucs émissaires quand quelque chose va mal. Sarafina s'agenouilla au niveau des yeux de Bonnie dans le parking de l'hôpital. 3 jours plus tard, le soleil matinal transformant la neige en diamant. Merci de m'avoir rappelé de tenir mes promesses, Bonnie. La petite fille la regarda sérieusement. Mon papa dit que les promesses sont importantes, surtout quand elles sont dures. Les yeux de Sarafina piquèrent de larmes. Ton papa a raison, et c'est un homme bien. Bonnie sourit. Je sais. Carter observa, voyant non plus une PDG, mais une personne qui avait choisi de grandir et payer le prix de faire le bien. Il tendit la main. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Elle la serra fermement. Merci d'être quelqu'un en qui il vaut la peine de croire. Le matin après la tempête était clair et froid. Le blizzard était passé, laissant le monde transformé, tout blanc et propre, la laideur du site minier temporairement caché sous la neige pristine. Carter sortit du bâtiment administratif de l'hôpital avec la main de Bonnie dans la sienne, ayant juste signé le contrat de consulting. Sarafina marchait à côté sans fanfare ni caméra, juste 3 personnes dans un matin d'hiver. Au loin, le Caterpillar 797 effétait dans la cour minière, sa masse jaune contrastant le paysage blanc. Il avait été correctement réparé, ses systèmes restaurés, ses composants sabotés remplacés. Il était silencieux, une bête domptée non par la force ou la domination, mais par l'intégrité, l'expertise et un refus d'accepter la négligence comme inévitable. Bonnie leva les yeux vers son père. « Papa, tu vas réparer plus de gros camions ?» Carter sourit, serrant doucement sa main gantée. Je vais m'assurer qu'il ne casse pas du tout, ma chérie. Et je vais m'assurer que les gens qui travaillent dessus sont en sécurité. Elle hocha la tête, satisfaite. Bien. Une petite famille avança dans la lumière, leur souffle formant des nuages dans l'air froid, leurs pas craquant dans la neige fraîche. Et pour la première fois depuis longtemps, le père célibataire n'était plus méprisé, diminué ou réduit à un stéréotype. Il était respecté. Vu. Valorisé pour qui il était et ce qu'il pouvait faire. Il était suffisant. Il l'avait toujours été. Maintenant, le monde le savait aussi.